Pourquoi repenser 1966 à l'aune d'aujourd'hui? Parce que cette année permet de réfléchir à ces moments où une société semble encore fonctionner normalement, sans crise ouverte, alors que des transformations profondes sont déjà à l'œuvre. En 1966, rien ne bascule encore. Tout paraît stable, prospère, maîtrisé. Et pourtant, avec le recul, cette année apparaît comme un seuil. Revenir à 1966, ce n'est pas chercher un modèle ni annoncer un nouveau mai 68, mais se demander si nous ne traversons pas, nous aussi, un temps comparable, une période d'avant où les changements s'accumulent sans encore se vivre comme tel. Alors, sommes-nous à un moment similaire à 1966? Pourquoi s'intéresser à cette année a priori invisible? Un invité ce soir pour nous éclairer, Antoine Copagnon, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui vous êtes intéressé à 1966. Je rappelle que vous êtes écrivain, critique littéraire, membre de l'Académie française, professeur émérite au Collège de France et professeur à l'Université Columbia. Et vous signez cet ouvrage passionnant intitulé 1966, année mirifique. C'est aux éditions Gallimard. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Pour la France, la nouvelle année peut et doit être l'année de la sérénité, de la confiance et de l'ardeur. L'année de la sérénité, car il n'y a pour nous actuellement ni angoisse au-dedans, ni combat au-dehors. L'année de la confiance, car ce que nous avons récemment réalisé pour régler nos lourds problèmes nous convainc qu'en définitive, nous en viendrons à bout. Le président Charles de Gaulle présentait ses vœux aux Français pour l'année 1966. Antoine Compagnon, pourquoi s'intéresser à cette année a priori insignifiante, et je le dis sans mépris, du moins invisible sur le plan historique? Qu'est-ce qui vous a passionné dans ces 12 mois? Je crois qu'on pourrait écrire des livres sur toutes les années et montrer comment toutes les années ont leur personnalité. Dans ce livre, l'année 1966, c'est un protagoniste, c'est le personnage central. Et c'est un peu le roman de l'année 1966 que j'ai essayé de raconter, donc d'observer de tous les côtés. Cela dit, je pense tout de même que ce n'est pas une année banale. J'avais cette intuition avant de faire cette recherche. J'avais fait un cours sur cette année-là au Collège de France il y a déjà longtemps. Bon, parce que pour des raisons biographiques, c'est l'année où j'ai découvert la France et j'avais le sentiment, en débarquant dans ce pays à 15-16 ans, que c'était un pays très vivant, qu'il se passait beaucoup de choses. Le général de Gaulle parlait d'ardeur, de confiance. De sérénité, de confiance et d'ardeur. Oui, il y avait une grande agitation, une grande euphorie, y compris à la radio. La radio, c'est l'âge du transistor, donc tout le monde se promenait avec son transistor, qui était un objet nouveau, et bon, les livres, la radio, ça bougeait, la chanson, la danse, ça bougeait dans tous les sens. Si j'avais à me faire un reproche, il y a peut-être des choses dont je n'ai pas parlé dans cette année, mais en vérité, c'est une année assez sereine. Il y a très peu d'agitation sociale. Le président Charles de Gaulle, là encore, disait ni angoisse au-dedans, ni conflit au-dehors. Il y a la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, on était déjà mobilisés. Moi, j'avais passé les années précédentes aux États-Unis. Mes condisciples, certains sont morts au Vietnam. Il y avait une mobilisation qui a commencé dans cette année-là, 65-66. Il y a le grand discours du général de Gaulle à la fin de l'année à Phnom Penh sur la séparation de Gaulle et puis il y a l'abandon du commandement intégré de l'OTAN. Tout ça, donc c'était pas serein dans le monde. Mais en France, il y avait une certaine sérénité. Il y a peu d'agitation sociale en France. La grande grève qui annoncera 68, c'est Rodiaceta à Besançon, mais c'est en 67, c'est plus tard. Voilà ce que vous écrivez, Antoine Compagnon. La France n'a pas surmonté la faim de ses paysans. La société des loisirs s'est démultipliée dans le monde numérique. Le livre de poche est hyperbolisé par le livre digital et l'intelligence artificielle, si bien qu'il est toujours temps, en 2026, 60 ans après, de nous demander ce que nous devons à 1966. Alors que devons-nous à cette année ?
Bon, il y a des choses considérables que nous devons à 1966. Vous avez passé ce document du général de Gaulle. Il venait d'être réélu en décembre comme président de la République pour la première fois au suffrage universel direct, à la suite de la réforme constitutionnelle de 1962. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que c'était cette élection qui avait consolidé la Ve République. Nous sommes toujours en Ve République. Bientôt, elle aura battu le record de la Troisième République dans 2 ans. Et jusque-là, elle n'était pas tellement légitime. Elle était née d'un coup d'État. Le référendum avait été condamné par le Conseil constitutionnel. Mais De Gaulle est élu et il est mis en ballottage. Et c'est cela, dites-vous, qui va renforcer paradoxalement la Ve République. Oui, elle est renversée, elle est consolidée à gauche. Elle est institutionnalisée. C'est comme ça que Mitterrand, ça prendra encore un certain temps, mais l'alternance sera réalisée en 1981 et François Mitterrand se coulera dans l'institution de la Ve République. Mais ce ballottage est capital parce qu'il n'était pas prévu 3 mois avant. Donc là, moi j'espère que la Ve République continuera. Je ne suis pas pour la 6e, mais on peut la modifier. Il y a eu des révisions constitutionnelles. Mais voilà ce qui est fondamental. Puis, il y a cette réforme de l'université qui est capitale. La réforme Fouché de 1966 qui institue l'université telle que nous la connaissons encore. Alors avançons pas à pas, vous expliquez, vous écrivez par ailleurs, Antoine Compagnon, que cette année-là, 1966, c'est un point de bascule dans la structuration des imaginaires, car une chose en particulier tend à s'effacer, c'est le souvenir de la Seconde Guerre mondiale. On ne vit plus dans cette période qui appartient à 39-45. On sort d'une période qui, à mon sens, est beaucoup plus longue que 39-45. C'est la période 1914-1962. La France a été plus ou moins en guerre, mais plutôt plus que moins, de 1914 à 1962. On ne peut pas oublier que entre la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, qu'on appelait des événements encore, il y a une parfaite continuité de toutes ces guerres. Et oui, 66, c'est un moment clé, si vous voulez, entre 1962, la fin de la guerre d'Algérie et le rapatriement des pieds noirs, et ce qui est arrivé en 1968, qui est une explosion. Mais là, on est vraiment entre les deux, et c'est pour ça que c'est un moment capital. Hein. Je dis, c'est au fond le sommet des 30 Glorieuses. Il faut évidemment parler, quand on parle de sommet des 30 Glorieuses, de consommation. Voici ce que vous écrivez à nouveau. De nouveaux modèles automobiles apparaissent. La Peugeot 204 berline de taille moyenne et la Renault 16 grande routière à haillons arrière sont mises sur le marché, chaque marque étant dans sa gamme, empiétant sur ce qui était la chasse gardée de l'autre, se lançant dans une concurrence que la reconstruction avait jusque-là découragée. La société d'abondance devient une évidence. Nous ne le savions pas, mais nous étions parvenus au sommet des 30 Glorieuses. Est-ce que c'est pas ça le drame absolu? Nous ne savions pas que nous vivions alors, je n'étais pas né, mais que la France vivait alors une époque formidable. On vivait une époque de croissance, sans chômage, et je crois que c'est le moment où les Français se sont rendus compte qu'ils étaient plus riches, plus prospères qu'ils ne le croyaient, qu'ils ne le savaient. Il y a cette conscience. Elle est prouvée par la consommation. J'évoque le grand article de Jean-Francis L. dans le Nouvel Observateur sur le Club Med. C'est l'explosion du Club Med. C'est l'explosion de la FNAC, de la consommation culturelle. Jusque-là, les Français n'avaient pas de quoi consommer culturellement. Mais c'est l'éclosion du cinéma, des livres. Je parle beaucoup de cette nouvelle classe intellectuelle composée des jeunes. Les jeunes deviennent des agents économiques. Ils ont un budget. Ils achètent des 45 tours. Moi, j'ai acheté les 45 tours de Serge Gainsbourg, qui était ma passion. Donc, il y avait une consommation jeune qui était largement une consommation culturelle. Vous expliquez par ailleurs que de nouveaux publics apparaissent effectivement. Hein. Les frontières entre la culture de masse et la culture savante se recomposent. Même ces frontières rigides jusqu'alors tendent peu à peu à s'effriter. J'analyse le phénomène du livre de poche. Le livre de poche naît un peu plus tôt, 1953. Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'il devient, j'ai envie de dire, plus
plus intellectuelle, plus culturelle. Bon, il suffit de regarder les couvertures des livres de poche des années 50, elles évoquent les films noirs, et puis elles deviennent beaucoup plus esthétiques à partir de ce moment-là. Disons que le livre de poche devient un objet plus intellectuel. Je voudrais vous faire entendre une voix, cette voix que l'on reconnaît si bien quand on l'écoute, celle de Michel Foucault, à propos de son livre « Les mots et les choses ». J'aurais voulu que nous puissions considérer notre propre culture comme quelque chose d'aussi étranger à nous-mêmes que la culture, par exemple, des Arapèches ou des Jouni ou des Nambikwara, ou comme la culture chinoise, par exemple. Je crois que, jusqu'à présent, on n'a jamais considéré comme un phénomène étranger à nous-mêmes notre propre savoir. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de traiter comme si c'était quelque chose qui était là devant nous, comme si c'était un phénomène aussi étranger et distant que la culture des Nambikwara ou des Arapèches, tout ce savoir occidental qui s'est formé depuis le fond de l'âge grec, et c'est cette situation ethnologique de notre savoir que j'ai voulu reconstituer. Que représente 1966 ? Antoine Compagnon, vous avez été ému vous aussi par cette voix. Que représente-t-elle cette année-là sur le plan intellectuel ? C'est une année formidable. Bon, vous venez de parler des mots et les choses, publié au printemps 66, qui se vend et se lit sur les plages pendant tout l'été. Mais on lit Foucault sur les plages ? Apparemment, oui. Et l'année suivante, Lacan, puisque Lacan est publié en décembre 66, les écrits. Donc c'est une année... Alors, il faut dire que si tous ces livres sont des succès de librairie, c'est parce qu'il y a un nouveau public. Il y a un nouveau lectorat, comme on dit, qui est justement lié à cette explosion étudiante depuis quelques années. Et bon, la saison commence avec les choses de Pérec. Toute l'année est marquée par une immense productivité de Marguerite Duras, et puis on a Lévi-Strauss, on a Benveniste qui se vend lui aussi beaucoup alors que c'est difficile. Il y a Althusser, pour Marx c'est Lire le Capital, donc c'est le moment où tous ces livres qui sont des livres difficiles, il faut les avoir lus. C'est un peu court de résumer cette année au mouvement structuraliste. C'est chaque fois le lourd qualificatif que l'on appose à cette période-là. Non, il ne faut pas le résumer à ça. J'analyse ce que fait la génération précédente. Les 4 monstres sacrés de la génération précédente qui sont présents de manière très très intense, c'est Mauriac, Le Figaro, Malraux, Le Ministère, c'est Aragon, L'Humanité, les lettres françaises, et enfin c'est Sartre, Les temps modernes. Donc il y a ceux-là, ils sont pas vieux, ils sont présents. Mais à côté d'eux, il y a ceux qui sont pas tellement plus jeunes, mais qui sont en train de les pousser de côté, c'est-à-dire Foucault, Barthes, Althusser, Lévi-Strauss, Lacan. Voilà, donc c'est ceux-là. Et puis c'est Proust aussi. J'ai appris que le chapitre 4 que vous intitulez Proust 66 et que vous entamez ainsi, 1966 fut-il un tournant dans la fortune de Proust, une année ordinaire ou une année marquante, celle où il est devenu le plus grand écrivain qu'il n'a pas cessé d'être depuis lors. 1966, c'est l'année de Proust également ? C'est l'année Proust, d'abord parce que c'est l'année où il tombe dans le livre de poche. Donc il devient accessible aux jeunes gens. Auparavant, il ne l'était pas. La Pléiade, c'était cher. Et Proust, on se le transmettait entre gens qui savaient. Mais soudain, il est accessible avec de très belles couvertures, justement, qui marquent le changement du livre de poche. Et puis, c'est le moment où, au fond, tous les témoins meurent, où Proust n'est plus prisonnier des témoins. Puis c'est le moment où la biographie de Painter est un best-seller de l'année. Donc on s'intéresse. Et puis c'est le moment où Céleste explose. Là, on est introduit à Proust par sa domestique, à partir de ce moment-là, et pas par les ducs et les duchesses et le snobisme. Un autre souvenir, Antoine Compagnon, souvenir cinématographique, celui-ci, l'extrait du film masculin-féminin de Jean-Luc Godard. Pourquoi vous avez envie de sortir avec moi ce soir ? Parce que je vous trouve jolie à cause de la tendresse. Il n'y a rien d'autre qui vous intéresse chez moi ? Si,
Si. Tout. Quoi? Les cheveux, les yeux, le nez, la bouche, les mains, Quand vous dites sortir, vous voulez dire coucher? Allez, répondez-moi vraiment. Est-ce que vous sortez souvent avec des filles? Oui, de temps en temps. Oui. Ça me ferait plaisir de coucher avec vous. Ça lui ferait plaisir à Jean-Pierre Léaud de coucher avec Chantal Goya, du moins au personnage que chacun d'entre eux incarne, Antoine Compagnon. Alors pourquoi s'intéresser à ce film en particulier? Qu'est-ce qu'il incarne? Qu'est-ce qu'il véhicule de cette année 1966? Masculin, féminin, je le rappelle. Je préfère Pierrot le Fou, hein, qui est sorti à l'automne 65. On a hésité entre l'un et l'autre. Voilà, mais masculin-féminin, dans l'équipe de questions du soir. masculin et féminin est beaucoup plus important pour moi, parce qu'il est tourné en novembre-décembre 65, pendant la campagne présidentielle, et que tous les thèmes de l'année sont présents. Bon, vous avez fait passer ce petit dialogue. Le grand sujet de masculin-féminin, c'est la contraception, qui est un grand thème de l'année, et Godard, qui est un peu plus âgé, s'intéresse à cette culture jeune qui apparaît. Il ne connaît pas ces jeunes gens. Il s'intéresse à ces jeunes gens parce que ils partagent les cahiers du cinéma et Salut les copains partagent les mêmes locaux. Donc il les voit, il voit Chantal Goya. C'est l'année du baby pop avec France Gall, Sheila, Sylvie Vartan, et il les comprend pas. Il y a déjà une rupture de génération entre Godard et ces baby boomers qui arrivent à l'âge de 20 ans. Il les observe. C'est un documentaire masculin-féminin. Bon, c'est noir et blanc. Pierrot le Fou, c'est en couleur. Mais pour moi, c'est beaucoup plus intéressant parce que on a vraiment là, comme dans Blanche ou l'oubli d'Aragon, une sorte de chronique de l'année. Bon, votre thèse centrale, tout de même, Antoine Compagnon, dans cet ouvrage intitulé, je le rappelle, 1966, année mirifique, qui est apparu aux éditions Gallimard, c'est tout de même de dire que malgré cela, malgré tout ce que vous décrivez, des transformations profondes, structurelles sont à l'œuvre, elles sont invisibles, elles se déroulent alors que les Français ne mesurent pas nécessairement ce qui est en train d'arriver à la France. Un seul exemple, le taux de natalité diminue en 1966 pour la première fois et la productivité du capital fixe en croissance, là encore depuis 1946, commence à baisser. Est-ce que cela signifie que, au fond, on ne mesure jamais véritablement la tectonique des plaques qui œuvrent sous nos pieds? Le régime lui-même n'observe pas ces grandes inflexions qui sont capitales. Le pouvoir politique? Non, on s'en rend compte après. Mais on voit aujourd'hui que, en effet, c'est le moment où les Français ont commencé à faire moins d'enfants et à travailler moins. Alors que depuis la Libération... Ils prennent des vacances. Ils prennent des vacances, ils vont au Club Med, des choses comme ça. Et ils achètent des voitures, enfin, ils se rendent compte qu'ils ont de l'argent. Personne n'a craint le chômage. C'est plus tard que le chômage adviendra et deviendra l'obsession. Mais à ce moment-là, et c'est très intéressant, j'évoquais la contraception. En fait, la baisse du taux de natalité intervient avant. La contraception, elle répond à quelque chose qui est déjà dans les mœurs, qui facilite un comportement qui est déjà acquis. Oui, ce sont des tendances longues. Bon, on peut dire que c'est tout cela qui explosera à partir de 1968, mais 65-66, c'est une année calme où un certain nombre d'ingrédients qui éclateront un peu plus tard, sont déjà présents, comme l'explosion du nombre des étudiants. J'allais y venir. En quoi, à quel point surtout, cette année 1966 préfigure-t-elle à bas bruit, on l'a bien compris, mai 68, 2 ans plus tard? Bon, c'est d'abord ce qui se passe dans les universités. La réforme de 66 qui supprime la propédeutique, supprime la sélection à l'université. Jusque-là, il y avait cette année préparatoire, un peu sur le modèle des classes préparatoires, et au bout de l'année de propédeutique, aussi bien en sciences qu'en lettres, il y avait beaucoup d'exclus. Donc, il y avait en effet
une sélection à l'université, même si le bac permettait de s'inscrire en première année. Dès lors que ce verrou est abandonné, eh bien, il y a une explosion de la population universitaire et c'est la construction, toutes ces constructions d'universités dans la périphérie de toutes les grandes villes qui ont une université, toujours sur le même modèle, hein, et évidemment celle de Nanterre, qui est la plus célèbre et où les événements de 1968 démarreront. Mais quand on fait attention aux débats sur l'université qui ont lieu en 1966, un certain nombre des observateurs, dont les doyens de Nanterre, voient ce qui est en train de venir. Ils ne savent pas très bien à quoi préparent les diplômes qu'on donne à ces jeunes gens pour lesquels il n'y a plus de sélection et qui s'orientent vers des matières dont l'employabilité n'est pas évidente, comme la psychologie ou la sociologie. Et c'est de là que démarrera 1968. Donc il y a... On ne peut pas dire que c'est la cause de 1968, mais la réforme de 1966 est très importante. Que faire de 1966 aujourd'hui? Est-ce qu'on peut lire aussi l'ouvrage que vous signez comme un appel à détourner le regard de l'écume des choses, de l'actualité, de son flot incessant, de s'intéresser aussi aux transformations lourdes, profondes qui traversent notre société, parce que ce sont elles, malgré tout, qui déterminent l'histoire et le long cours de l'histoire? On est dans un autre monde. On est passé par la révolution numérique un peu plus tard. On ne sait pas très bien ce que vont donner sur les générations futures toutes ces transformations, comme on ne savait pas en 1966 ce qu'allait donner cette démocratisation de la culture et cette démocratisation de l'enseignement supérieur. Donc on est toujours dans des moments, non pas de révolution, mais de profonds bouleversements. 66 était un moment de bouleversement, par bien des aspects que l'on ne mesurait pas sur le moment. Il y avait des gens qui le mesuraient. Godard est un excellent témoin à travers tous les films de cette année-là. Bon, j'évoque Edgar Morin. Edgar Morin, dans son enquête sur Plausévé, avait vu beaucoup de choses, des transformations profondes de la société, du rôle des femmes, dont on n'a pas encore parlé. C'est aussi une année pour les femmes, 1966. C'est l'année où la loi leur a permis, la loi sur les finances leur a permis d'être employées sans que le contrat de travail soit contresigné par leur mari et d'avoir un certain nombre d'activités bancaires qu'elles ne pouvaient pas avoir jusque-là. Et le slogan des femmes d'Herstal en Belgique, quand elles ont fait cette fameuse grève de 66, c'était « à travail égal, salaire égal ». Donc c'est une grande année, en vérité, pour ces conquêtes des femmes que l'on ne voyait pas encore venir. Est-ce un hasard que le spécialiste de Marcel Proust que vous êtes, Antoine Compagnon, s'intéresse à l'année 1966, vue de loin, mais aussi l'année 1966, vécue, perçue comme un souvenir? Ah ben c'est une madeleine, mais je pense que c'est une madeleine pour beaucoup des gens de ma génération, un peu plus jeunes, un peu plus vieux. Ça contient comme un lieu de mémoire. Alors une autre Madeleine et un petit lieu de mémoire, Élucubration d'Antoine, sorti également en 1966. Oh yeah! Ma mère m'a dit Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah! L'autre jour j'écoute la radio en me réveillant. C'était Yvette Torner qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Alors Antoine Compagnon, c'est ces élucubrations? C'était la chanson de l'année, et là aussi de manière très inattendue, hein, puisque lorsque Antoine, qui était élève à l'école centrale, a chanté ses élucubrations, Salut les copains n'a pas voulu les reprendre. Ils ont attendu
plusieurs mois avant de se rendre compte que c'était un phénomène. Et puis il y avait cette polémique avec Chevelon, idée courte de Johnny Hallyday. Donc tout ça alimente l'année et on prend parti pour l'un ou pour l'autre. Comme je vous l'ai dit, moi je préférais Gainsbourg à ce moment-là. Mais Antoine était un mot de passe. Et je rappelle que Georges Pompidou le citait. Georges Pompidou, qui avait une magnifique culture littéraire, n'hésitait pas à parler d'Antoine. Merci beaucoup Antoine Compagnon pour cette plongée. Et je redonne le titre de cet ouvrage, 1966, année mirifique, que vous signez aux éditions Gallimard. Merci à toutes celles et ceux qui ont préparé cette émission avec moi à mes côtés. Chaque jour de la semaine, je veux parler de Bertie Bourdon, de Rodi Eken, de Juliette Mouelik, à la réalisation Léa Racine.